Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis aujourd'hui de démarrer avec vous ce cycle de nos vidéos sur les retours sur les publications de ce premier reporting CSRD. On va démarrer cette première vidéo par une introduction. Pourquoi? Alors c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le vif du sujet du benchmark immédiatement. Il nous a semblé important de commencer cette journée par une partie de contexte pour poser les choses et vous partager un petit peu notre vision de toutes ces montagnes russes du moment. Ensuite, on fera quand même le point sur Omnibus. Alors, Omnibus, c'est pas du benchmark, mais vous partagez des éléments de benchmark sur la CSRD sans vous parler d'Omnibus. Ça nous paraissait un petit peu cavalier. Donc, nous aurons une partie perspective. Et également, nous terminerons cette capsule introduction par vous présenter tout simplement la méthodologie de notre étude. Alors, sans plus attendre, Sylvain, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ce contexte? Merci beaucoup Anne, bonjour à toutes et tous. Anne parlait de montagnes russes. Il y a un bout de russe dans ces montagnes, mais pas que du russe. Alors, on aurait pu se dire, mais pourquoi faire un benchmark, puisque à la lecture de certains médias, on pourrait penser que la CSRD c'est fini, les réglementations en matière de durabilité c'est fini. Donc le benchmark aurait pu avoir une valeur historique pour les historiens, alors que là, notre ambition, c'est bien d'avoir une valeur opérationnelle pour vous, compte tenu de l'énorme marche qui a été franchie cette année par les entreprises. En fait, est-ce que c'est fini? En fait, non, pas du tout. Pourquoi on dit souvent ça? Pourquoi on parle même de backlash en matière de développement durable? Parce qu'on a d'un côté euh, un dirigeant, donc on n'est pas dans les montagnes russes, on est plutôt dans les montagnes américaines, le président américain qui s'est exprimé plusieurs fois de façon extrêmement dure sur les sujets de durabilité, notamment sur le climat. Il a aussi mentionné les réglementations européennes. Et puis on a ce mouvement, et on y reviendra après, d'omnibus sur la simplification des textes. Donc on se dit, voilà, c'est peut-être le moment de redescendre, ça y est, le sujet est redescendu. En fait, non, le sujet n'est pas redescendu. Simplification réglementaire ne veut pas dire dérégulation. Même si, à entendre certains, plutôt dans la sphère politique, euh, l'ambition ou l'envie de la suppression de la réglementation est très fort. Mais en vrai, c'est une simplification. Ça veut donc dire que nous aurons des textes peut-être plus simples. On peut d'ailleurs s'en réjouir, hein, parce qu'il faut quand même reconnaître que derrière cette ambition très forte, notamment européenne, mais pas que, et on y reviendra parce que je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde dans ce champ-là, on a eu peut-être une ambition trop forte, en tous les cas trop rapide en termes d'agenda, se donner un agenda de quelques années pour arriver à un niveau de qualité de l'information de durabilité proche de l'information financière, pour ne pas dire égal à l'information financière, malgré des moyens, malgré un gros travail des entreprises, puisque c'est ce qui s'est passé l'année dernière en fait. En vrai, pour les grandes sociétés cotées, en tous les cas en France, puisque certains pays n'avaient pas encore déployé l'ensemble du texte, mais les entreprises ont vraiment travaillé. Donc, simplification, des textes qui vont être toujours là, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on oublie que derrière ce mouvement de simplification se cache pour certains une forme de cancel culture du développement durable, et c'est là qui est bien le danger, c'est qu'ailleurs dans le monde, les textes continuent. La Chine qui avait annoncé en mars 2024 un projet de loi similaire à la CSRD, l'a confirmé tout récemment. L'IFRS au niveau international avec l'ISSB continue, et on ne compte plus le nombre de pays dans le monde qui vont prendre les normes d'ISSB. Et aux États-Unis, pays de complexité, parce que si au niveau du droit fédéral, il est extrêmement clair que les textes qui étaient en préparation, notamment au niveau de l'autorité des marchés, ne verront pas le jour, en tous les cas, sous la législature du président Trump, mais nombre d'États américains, la Californie, bien entendu, on le sait, mais tout récemment, l'État de New York a annoncé souhaiter un reporting climat pour les entreprises qui sont dans cet état-là. Et puis aux États-Unis, vous savez, vous avez à peu près un tiers d'États pro-ESG avec des réglementations pour, un tiers d'États anti-ESG avec des réglementations contre, et puis un tiers d'États où il n'y a rien. Donc, ça bouge toujours sur ce sujet. Et pourquoi ça bouge? Parce qu'en fait, l'action du politique dans ce domaine, c'est une action en fait qui était une réaction à des réalités physiques. Le politique européen, face à un certain nombre d'enjeux physiques, climatiques, en matière de biodiversité, même un certain nombre d'enjeux sociaux, avait dit il est temps d'accélérer. Et il est temps de donner un cadre à l'action des entreprises, parce qu'on l'oublie souvent, la réglementation, c'est parfois une contrainte, mais c'est aussi une protection. Et avoir un cadre pour s'exprimer, c'est un des meilleurs atouts que peuvent avoir les entreprises. Imaginez qu'il n'y ait aucun cadre en matière de comptabilité et de finances, la lecture que l'on pourrait avoir de l'économie serait impossible. Eh bien, c'était ça qu'avait voulu faire le régulateur européen, peut-être avec trop d'ambition, et justement, on peut espérer que dans Omnibus, on aura des simplifications bénéfiques aux choses.
Mais ce pan-là réglementaire n'est qu'une des dimensions auxquelles font face les entreprises, je viens de le citer. Les autres dimensions, mais en fait, ce sont au premier rang desquelles les réalités physiques et sociales. Et ce n'est pas parce que quand bien même on supprimerait toute réglementation, qu'on arrêtera le changement climatique, qu'on arrêtera les problèmes d'eau, qu'on arrêtera les problèmes de droits humains, de biodiversité. Donc les entreprises, en premier lieu, font face à ça. Elles y font face de façon encore plus forte, et j'y reviendrai. Mais aussi leurs investisseurs. Dans le cadre de leurs analyses et leur sélection d'investissement, ils ne veulent pas perdre d'argent. Et donc nous avons suffisamment eu d'exemples dans la presse connue d'entreprises qui, pour des problèmes de résilience, notamment au changement climatique, ont perdu beaucoup d'argent. Donc quand on est investisseur, on veut quoi ? On veut de l'information. Je rappelle que dans la Global Investor Survey, qui est notre grande étude mondiale 2025 des investisseurs asset managers dans le monde, les investisseurs nous disaient qu'ils étaient prêts à mettre plus d'argent, pour près de 80% d'entre eux, dans les entreprises qui intègrent le développement durable, dans l'analyse de résilience de leur supply chain et dans l'innovation produit. Et aussi, pour près de 80% d'entre eux, ces investisseurs souhaitent avoir une information solide en matière de durabilité. Et c'est logique. Ils ne veulent pas prendre de risques et ils veulent pouvoir choisir les entreprises qui se préparent le mieux à ces questions. Alors, au-delà de ces sujets physiques, mais il y a aussi donc, et de ces sujets d'investisseurs, il y a les relations entre entreprises. Aujourd'hui, essayer de vendre quelque chose à un grand compte sans pouvoir expliquer ce que l'on fait en matière de durabilité, c'est compliqué. Il y a toute une série de notations qui existent, mais on le voit bien, donc que dans la relation client-fournisseur, c'est un sujet qui a toujours son importance, qui est toujours très fort, et on le voit aussi dans la société, c'est toujours un sujet fort. Donc en fait, l'entreprise fait face à de nombreux stimuli, et seul le stimulus réglementaire et donc politique s'est un peu effondré ces derniers temps. Mais je le disais, les réalités physiques sont toujours bien là, et sans aller chercher bien loin, on voit même que se posent des questions sur l'assurabilité d'un certain nombre de régions françaises. Tout le monde, à cause des aléas climatiques, tout le monde a vu arriver les questions des assureurs américains qui n'assurent plus un certain nombre de biens individuels. On a chiffré le coût du changement climatique pour les PME d'Île-de-France à 35 milliards d'ici 2035. Enfin, c'est des chiffres, on n'a plus besoin d'aller chercher très loin, même dans les rapports scientifiques. Dans la presse économique, tous les jours, nous avons des informations sur les conséquences en termes de risques et d'opportunités, parce que bien sûr, quand il y a un risque, il y a des gens qui travaillent à le mitiguer. Donc, c'est devenu un sujet qui n'est plus un sujet, on va dire, de bien-être de la planète, qui est un sujet d'analyse des risques extrêmement fort. Et ce sujet-là, si on veut avoir une bonne lecture de la stratégie et de la performance d'une entreprise, il faut d'abord s'intéresser à sa résilience. Et donc, c'est ce lien entre stratégie et performance qui rend l'information en matière de durabilité extrêmement importante. Et d'ailleurs, premier enseignement, qu'est-ce qui s'est passé pour les premières entreprises dites de la vague 1, ces grandes sociétés cotées ? Qu'est-ce qu'on a pu évaluer comme bénéfice à la mise en œuvre de la CSRD ? Premier point, gouvernance. Le sujet du développement durable est monté très haut dans la gouvernance. Il est au niveau des comités exécutifs et il est au niveau des boards. C'est pas surprenant. Au niveau des boards, ça fait partie de la réglementation. C'est monté très fortement au niveau des comités d'audit ou des comités RSE. C'est ensuite très fortement arrivé, si ce n'était pas déjà le cas, dans la stratégie, compte tenu des travaux sur la double matérialité. C'est le questionnement de l'adéquation entre la stratégie d'une entreprise, les questions de développement durable et même les questionnants sur le business model. Et on le voit même, je l'évoquais à l'instant par un investisseur, sur des questions de financement, que ce soit des financements en dette ou en equity, ce sujet est devenu majeur. Alors aujourd'hui, maintenant, ça c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qui se passe ? On attaque l'année 2. Pour les entreprises de la vague 1, on va distinguer deux grands types d'actions. Il y a la mise en œuvre, une sorte de regard, et c'est en quoi ce benchmark est pertinent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils veulent savoir ce qu'ont fait leurs pairs, leurs compétiteurs, les autres entreprises, pour en tirer des enseignements, et puis pour les zones qui n'étaient pas claires dans les textes, en déduire des pratiques de place. Est-ce que j'en ai trop dit, pas assez dit, qu'a fait un tel, etc. Donc une analyse de ce qui s'est passé, un retour d'expérience en quelque sorte. La deuxième catégorie d'actions que conduisent ces entreprises de la vague 1, c'est après avoir travaillé un peu en mode projet l'année dernière, c'est se poser pour se dire quelle organisation pérenne je mets en œuvre pour le pilotage de la donnée, pour le pilotage de la performance en matière de durabilité, avec en lien l'utilisation plus ou moins sophistiquée de la technologie. Est-ce que j'ai besoin d'une solution technologique ? Pour les entreprises de la vague 2, alors vous me direz, les entreprises de la vague 2, elles, on leur a dit, c'est dans 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'elles ont tout arrêté ? D'après nos statistiques, à peu près 20% des sociétés de la vague 2 ont arrêté leurs travaux sur la CSRD. Elles n'ont pas forcément arrêté en matière de développement durable. Et puis, pour le reste, pour 80% d'entre elles, elles travaillent beaucoup sur la double matérialité et elles vont creuser des sujets de fond, des sujets liés à leur stratégie, et elles verront quand les textes arrivent pour s'y préparer. Donc, pour terminer sur ces grands éléments sur lesquels tu me questionnais, Anne, on peut dire que
ces éléments dits de backlash, en fait, ils sont surtout politiques et réglementaires. Ils permettent de voir un certain nombre de difficultés. D'ailleurs, comme disait Warren Buffett, c'est à marée basse qu'on verra ceux qui nageaient sans maillot de bain. Ben, on s'en rend compte aujourd'hui, on arrive à distinguer ceux qui avaient un engagement réel et lié à leur stratégie et à la performance et ceux qui faisaient uniquement de la compliance. Donc dans un monde qui est de plus en plus complexe, nier les réalités physiques, c'est faire un pari extrêmement risqué sur sa résilience et sa performance et jouer avec sa license to operate. Donc pour ça que nous sommes convaincus que ces éléments de benchmark peuvent vous fournir des éléments de réflexion pour travailler sur votre performance et votre résilience. Voilà ce que Anne, on pouvait dire en introduction. Merci beaucoup Sylvain. Alors, après cette introduction de contexte, on voulait vous parler d'Omnibus. Alors malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pris notre boule de cristal, mais on va quand même pouvoir poser le calendrier pour y voir clair. Alors, peut-être un mot, parce que donc fin mai, on a la Commission européenne qui a du coup publié un communiqué de presse qui permettait de reposer un petit peu les dates. Alors vous allez voir que je vais reprendre, donc on vous a mis le lien de ce communiqué et on vous a mis une frise qui est peut-être un peu plus lisible juste après. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est quoi? C'est qu'on a déjà une proposition Stop the Clock qui a été approuvée par les co-législateurs et que les États membres doivent transposer. La France a pris du coup de l'avance sur ce sujet avec la loi DADU. Donc le sujet Stop the Clock, dont l'intérêt était surtout d'appuyer sur pause pour les vagues 2 et 3, c'est fait. Et en France, on a même été un petit peu plus loin parce qu'ils ont élargi du coup des éléments en anticipation, y compris avec tout ce qui est d'étendre les dispositions de progressivité sur les disclosures, d'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en France, c'est déjà fait. Là, ce que se dit la Commission européenne, c'est qu'ils vont envisager ce qu'ils appellent un quick fix par acte délégué pendant l'été 2025 qui permettra justement, comme son nom l'indique, d'attraper toutes les dispositions rapides et immédiatement applicables telles que l'extension des dispositions transitoires. Donc ça, c'est sur du coup la directive Stop the Clock plus l'extension de la loi DADU et le fait que la Commission européenne va faire un petit peu pareil pendant l'été. On a aussi du coup, et là, j'ai pas de boule de cristal, la directive Content. La directive Content, c'est celle qui va nous permettre, de savoir où est-ce qu'on atterrit en termes de seuil. Est-ce que ce sera 1000 salariés? Est-ce que ce sera beaucoup plus? Est-ce que ce sera beaucoup moins? Ça, on ne sait toujours pas. Les négociations sont en cours et donc c'est complètement à suivre. Ensuite, on a la révision via Content, aussi la révision des standards qui a été confiée à l'EFRAG. Donc cette révision des standards, l'EFRAG va déjà rendre une copie fin juillet, qui sera ouverte à consultation en août, et on devrait avoir la copie finale en octobre 2025. Voilà, donc à suivre. Et également, en termes de points d'attention, on a du coup des normes pour les entreprises de moins de 1000 salariés et pour les PME. Donc finalement, 2 jeux de normes qui vont être basés sur la norme draft VSMI de l'EFRAG. Donc ça, c'est à suivre également. Mais retenez bien qu'on a cette norme qui existe, VSMI Draft, qui devrait donner lieu à 2 typologies de normes, une pour les PME, une pour les moins de 1000 employés, si c'est bien ce seuil des 1000 employés qui est retenu, mais évidemment, le point d'interrogation demeure, comme je l'ai dit juste avant. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais on aura bien une vidéo sur les points à suivre sur l'acte délégué de la taxonomie qui est en révision. L'adoption, normalement planifiée, c'est juin 2025, donc on devrait avoir rapidement des nouvelles, mais ce sujet de la taxonomie est à suivre car il continue à faire beaucoup débat. J'évoquerai également du coup la révision de SFDR pour lequel on devrait avoir une proposition fin 2025 telle qu'elle est prévue. Voilà. Donc, sans rentrer dans trop de détails, on a très important ce quick fix qui devrait arriver cet été, notamment avec l'extension des mesures de progressivité. Ensuite, on n'a pas de boule de cristal, mais on a ce que les parties prenantes débattent. Donc, qu'est-ce qui est sur la table? Donc, il y a des demandes d'avoir une analyse de double matérialité simplifiée. On en redira un mot dans notre vidéo double matérialité. On a des parties prenantes qui demandent de simplifier l'approche du périmètre et de l'aligner aux
de le réaligner complètement au GHG Protocol. On a des parties prenantes qui demandent d'avoir un principe de matérialité de l'information qui soit généralisé, y compris notamment sur la norme cross-cutting standard ESRS2. Les parties prenantes demandent aussi de la flexibilité, notamment sur la notion d'information confidentielle. On a beaucoup de demandes aussi sur les revues de structure de la norme, éviter les redondances. Et puis surtout, la demande la plus importante, c'est quand même la réduction du nombre de data points. Donc malheureusement, sans boule de cristal, c'est difficile de ne pas faire de devinettes. Donc, on va s'arrêter là. Et Marion, du coup, je vais te laisser la parole parce que avant de démarrer notre cycle de vidéos, finalement, on a besoin de savoir quelle a été notre approche. Donc, je te laisse nous expliquer. Oui, alors notre approche pour cette étude, c'est tout d'abord de se reposer sur un benchmark de PwC au niveau européen qui propose un premier état des lieux des grandes tendances et des pratiques observées dans les états de durabilité de près de 250 entreprises relevant de différents secteurs d'activité et on le voit sur cette slide. Dans le cadre de cette étude, on a examiné 250, voire même un peu plus, états de durabilité CSRD européen en combinant des outils d'IA. Donc, on vous mentionne tout de même qu'il pourrait intégrer quelques biais du fait de l'utilisation de cette IA, mais qu'on a combiné avec l'expertise de nos différents experts PwC, donc pour éviter d'intégrer trop de biais dans les résultats. Dans cette étude, on voit notamment que plus de 70% des rapports proviennent de 5 pays européens. Et parmi ces 5 pays européens, on en a 3, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, qui étaient des pays qui n'avaient pas transposé et qui n'ont toujours pas transposé donc la CSRD pour rendre donc obligatoire l'état de durabilité à ces entreprises pour la clôture 2024. Néanmoins, ces groupes ont donc pris l'option et choisi volontairement de publier un état de durabilité, ce qui montre donc là aussi le lien avec tout ce qui a pu être dit plus tôt, mais de l'importance de pouvoir reporter sur sa performance, sur ses engagements en matière de durabilité et donc aussi en réponse aux attentes des parties prenantes sur ces différents sujets. Pour continuer, un petit aperçu, donc en effet, là je viens de le dire, il y a 42% des rapports qui sont intégrés dans cette étude qui sont donc volontaires et on a même, ce qui montre encore une fois cette volonté pour un certain nombre d'entreprises d'aller plus loin que les exigences réglementaires, environ 10% des entreprises qui ont choisi d'aller plus loin en termes d'assurance puisqu'elles ont de l'assurance raisonnable sur tout ou partie de leur état de durabilité. Notre étude, vous le verrez sur les prochaines capsules, elle va au-delà du prisme européen, puisqu'en effet, les tendances qui ont été relevées ne sont pas nécessairement le reflet de la pratique française. Donc, on a complété cette étude par un focus France en couvrant les entreprises du CAC 40 et du CAC Next 20, donnant donc cette illustration plus française des pratiques. Et enfin, on a intégré dans chacune des capsules des pratiques détaillées, des illustrations qui ne sont pas nécessairement des bonnes pratiques, toutes, de ce qui a été fait, mais qui nous permettent de donner des illustrations, des exemples de ce qui a pu être fait par les entreprises françaises dans le cadre de leur première publication CSRD. Donc, elles viennent apporter un éclairage complémentaire, mais ne sont pas nécessairement des exemples à reproduire. Merci beaucoup Marion. Du coup, on va pouvoir terminer cette introduction par l'aperçu des vidéos qu'on a prévues pour vous faire ce retour d'expérience sur les publications CSRD, cette analyse. Donc, on va démarrer avec notre première vidéo capsule qui sera sur la double matérialité. Voilà, je vous encourage à suivre les différentes thématiques, double matérialité, présentation de l'état de durabilité, gouvernance et contrôle interne, les enjeux climat, les autres enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, la conduite des affaires, la taxonomie. On a prévu également un focus sur le secteur financier et on fera le point également sur les rapports d'assurance. Voilà. Si jamais vous souhaitez avoir davantage d'informations sur Omnibus, je vous rappelle qu'on a publié un certain nombre d'alertes écrites qui rentrent dans les détails du coup des dispositions Omnibus proposées ainsi que de la loi DADU. Je vous remercie et à la prochaine capsule.